d'être 400 avant de commencer, alors c'est réglé. Alors, bonjour tout le monde. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est André Larocque, je suis directeur général de la Fondation de l'UQO. C'est un immense plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous accueillir pour le lancement de la campagne interne édition 2020 pour les Laurentides, pour le campus de Saint-Jérôme. J'aimerais vous présenter nos intervenantes aujourd'hui. D'abord, Sylvie de Grosbois, qui est vice-rectrice au développement au campus de Saint-Jérôme. Bonjour Sylvie, merci d'être là. Marie-Ève Gervais également, qui est directrice partenariat et développement pour Centraide Laurentides. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Et Léa Crousset, qui est directrice générale des grands frères et grandes sœurs de la Porte du Nord, qui bénéficie du support de Centraide Laurentides. Alors, bonjour Léa. Bonjour. La formule aujourd'hui est un peu différente de ce à quoi on est habitué habituellement. Généralement, on fait ça plutôt sous la forme d'une conférence de presse ou d'un lancement, disons, plus protocolaire. Alors, cette année, on a décidé de faire ça un peu différemment. Ça va être vraiment sous forme de discussion et d'échange pour une raison très précise. On est en 2020. Et si je devais poser la question, est-ce que vous allez vous rappeler de 2020? Je pense que la réponse, ça va être un oui en majuscule qui scintille jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si je vous demande pourquoi, je pense qu'on aura 1 milliard de réponses. C'est certain que 2020 nous aura affectés au plan personnel, au plan professionnel, au plan de la santé, au plan familial, au plan économique, au plan social. Bref, tous nos repères ont été chamboulés depuis le début de cette pandémie-là. Et ça nous a affectés à tous les niveaux. Autant au niveau des organisations comme nous, la Fondation, que Centraide Laurentides, que les grands frères également, et que l'université aussi, l'UQO. Et Sylvie, ce serait à toi que j'adresserai ma première question. Comment ça s'est passé depuis le début de cette pandémie-là à l'UQO? Écoutez, ça s'est passé, je dirais, j'ai envie de dire bien grâce aux gens. Parce que c'était un moment extrêmement complexe et difficile. Vous le disiez en entrée, on va s'en souvenir. Moi, en mars prochain, ça sera ma 39e rentrée universitaire, pas à l'UQO, mais c'est le cumul de ma carrière. Je n'ai jamais vécu ça. Une rentrée, par définition, c'est stimulant, mais ça a son lot de défis. Cette année, les défis étaient extrêmement présents. Alors, ça a été difficile. La COVID, vous l'avez mentionné, on a dû fermer cet été, on a réouvert partiellement. Le télétravail, les gens qui travaillaient mais qui avaient des enfants à la maison, bref, l'organisation, les étudiants qui étaient mal pris. Je présume que vous allez parler du fonds d'urgence qu'on a dû mettre sur pied. Mais j'ai envie de dire que si ça s'est passé bien, avec des guillemets, c'est grâce aux personnes qui travaillent à l'UQO. Et je souhaite les remercier parce que pour eux, c'était difficile pour les raisons que vous évoquez, mais somme toute, on a réussi. Mais oui, on va s'en souvenir. Merci beaucoup, Sylvie. On aura l'occasion d'y revenir parce qu'effectivement, je pense qu'on a assisté à une mobilisation sans précédent de la communauté interne pour réussir à passer à travers cette tempête-là. Marie-Ève, de votre côté, à Centraide Laurentides, je présume que ça a été assez houleux comme période aussi? Oui, en fait, très houleux. Le 12 mars dernier, nous, on dévoilait nos résultats de campagne lors d'une soirée qu'on appelle 3 fois merci, qui est une soirée qui reconnaît les entreprises, qui est une soirée également de réseautage pour les entreprises et les bénévoles. Donc, on fait une souper tournant. C'était le 12 mars. Je ne sais pas si vous vous avez rappelé ce qui s'est passé le vendredi 13 mars. Donc, c'est un vendredi 13. Tout a fermé. Donc, on a annoncé les résultats dans un contexte d'incompréhension et le lendemain, tout fermé. Et on finissait une campagne, puis on en a commencé un autre. On a lancé un fonds d'urgence dans les semaines qui ont suivi. Très, très rapidement, on a vu une mobilisation. Nos partenaires se sont montrés présents à l'appel, ont répondu présents à l'appel. On a plein d'autres donateurs également qui ont été présents. Pourquoi? Pour nous permettre de soutenir les organismes.
Qu'est-ce que Centraide pouvait faire de plus? C'était simplement, en fait, d'assurer un soutien financier aux organismes qui ont dû se reconstruire. On a vu, en fait, au printemps, on a tout vu s'effondrer, mais ça a fait émerger quand même une reconstruction. Donc, les organismes se sont reconstruits, se sont repositionnés, se sont demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire mieux, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire autrement. Effectivement, c'est grâce aux gens qui ont été présents, donc les bénévoles dans les organismes communautaires, les employés des organismes communautaires. Moi, j'ai vu un travail exceptionnel qui a été fait par des gens passionnés. Puis, c'est ce qui nous a permis, en fait, de continuer avec motivation, avec vigueur, jusqu'à aujourd'hui. Quelques mois plus tard, on continue. Là, on est en campagne régulière. On a eu notre fonds d'urgence. On a redonné, depuis le début de la pandémie, en fait, 2,7 millions à plus de 90 organismes et ça continue. Donc, on a été présent, on l'est encore, mais dans les prochains mois, les besoins vont être encore là et vont être différents, si on peut dire. Merci beaucoup, Marie-Ève. Et on a eu l'occasion aussi de prendre un peu connaissance de l'impact de cette pandémie en discutant avec nos collègues de Centraide Outaouais la semaine dernière aussi. Et c'est certain que vous offrez des services de première ligne. Oui. Alors, les besoins ont été immenses depuis le 13 mars dernier, depuis le début de cette pandémie-là. Oui. Et Léa Crousset, vous dirigez l'organisme Les Grands Frères et Grandes Sœurs et vous avez largement bénéficié, je pense, du support de Centraide de Laurentides. Comment ça s'est vécu de votre côté? Mais nous, en fait, à partir de février, on a un peu vu la vague, parce qu'en Europe, ça brassait déjà un peu, en Chine aussi. Donc, je cherchais un peu à droite et à gauche les protocoles, qu'est-ce qu'on allait faire, à quoi ça ressemblait. Les gens me trouvaient un peu folle, un peu alarmiste, mais au final, on avait quand même mis un protocole en place. On disait, au pire, on sera trop préparé. Et donc, le fameux 13 mars, nous, notre côté, on était déjà prêts à mettre un peu nos services en virtuel. Donc, ça, c'est l'avantage qu'on a eu. Il n'y a pas l'interruption de service qui s'est passée de notre côté. On a maintenu nos services. On a adapté nos services, donc les jeunes qui se voyaient dans la communauté, on leur a demandé pour l'instant, le temps que ça se clarifie et tout, de se voir seulement en virtuel ou par téléphone. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte, en fait, que le communautaire est un peu tombé dans une craque de chaise au niveau du gouvernement. On a pensé aux soins de la santé, aux policiers, on a pensé aux épiceries. On n'a pas pensé à tout le tissu social, en fait, qui permet de retenir certaines populations vulnérables à risque qui ne peuvent pas aller au GA, qui ne peuvent pas aller au métro. Les banques alimentaires ont dû fermer pendant un temps. Des services de soutien comme nous, on a dû fermer. Quand on a appelé savoir est-ce qu'on peut ouvrir, est-ce qu'on peut pas ouvrir, est-ce qu'on peut voir des gens, on ne le sait pas. Donc, maintenant, la deuxième vague, là, quand ça a repris, c'est l'avantage qu'on a eu. Par contre, c'est que maintenant, les communautaires, c'était clair. Il y avait un tableau, c'était bien défini. Chacun, on est encore un peu dans le néant, vu qu'on est un service de soutien, mais qui est fait un peu par des bénévoles. Mais de façon générale, je pense que c'était un peu la force du communautaire qu'on était prêt à répondre. On n'avait peut-être pas nécessairement les droits de répondre. Puis je pense que c'est là que les gens ont réalisé que le communautaire, là, c'était vraiment un morceau assez important, plus important que les gens pensaient là, à tout ce beau réseau-là. On s'est rendu compte qu'il en fallait un petit peu plus, puis que le communautaire était là pour répondre. Merci. Si je retiens quelque chose de vos trois beaux témoignages, c'est qu'il y avait un avant 2020 et il y aura un après 2020 et que les choses vont être complètement différentes, probablement pour toujours. Là. De notre côté aussi, à la Fondation, évidemment, on était affectés. Nous aussi, quand le 13 mars est arrivé, on a dû complètement s'adapter au télétravail. On avait lancé une campagne majeure en janvier 2020 qu'on a dû suspendre parce que quand l'économie vacille, c'est très difficile de solliciter des dons auprès d'entreprises et tout ça. On a réfléchi beaucoup à nos façons de faire. On a repris graduellement le travail au bureau cet automne. Mais encore là, l'économie, vous le savez, elle est très fragile. Les besoins sont immenses. Et c'est la raison pour laquelle la campagne interne qu'on lance aujourd'hui va servir à aider les étudiants, va servir à aider le milieu communautaire via des dons à Centraide Laurentides et tout ça. Donc, vraiment, c'est une belle façon, je pense, de partager tout ça entre nous. Vous signalez, ce que j'ai oublié de vous mentionner au départ, notre discussion d'aujourd'hui est enregistrée, sera rediffusée, donc disponible pour des collègues un peu partout, si jamais ils veulent prendre connaissance là, de ce qu'on affirme et de ce qu'on dit, de nos réalités et tout ça. Et puis, si jamais vous avez en cours de route des questions à poser à nos intervenantes ou encore à moi de la Fondation, utilisez le chat dans le bas de l'écran et puis Kelly, notre collègue, lira les questions puis on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible.
Donc, je reviendrai à toi, Sylvie, concernant évidemment la période tumultueuse qu'on a vécue. Il y a eu effectivement un fonds d'urgence qui a été lancé, qui est venu en aide à plusieurs centaines d'étudiants de l'UQO. Oui, tout à fait. Et les gens se sont mobilisés vraiment rapidement. Et encore une fois, ça se passait dans la turbulence où on devait s'organiser, contrairement à ce que disait Mme Crousset. Même si on se doutait que quelque chose s'en venait ici, ben, les organisations sont des fois un petit peu plus lentes à se mettre en route. Et donc, toute la mise en place de l'enseignement à distance, des services en distance, tout ça s'est fait en simultané, mais malgré tout ça, on s'est dit, on s'organise en temps réel, mais il y a les étudiants, il y a ces besoins. Et la communauté s'est mobilisée rapidement pour constituer ce fonds d'urgence et permettre aux étudiants qui ne pouvaient pas bénéficier des autres modalités, parce que le gouvernement a mis sur pied aussi toutes sortes d'autres fonds, mais tout le monde n'avait pas accès à quelque chose. Et donc, cette grande mobilisation rapide a permis donc la constitution de ce fonds d'urgence qui a été, je pense, bien bénéfique pour plusieurs étudiants, comme vous le mentionnez. Et évidemment, à travers toute la gymnastique d'adaptation, il y a eu le fait de donner des cours de façon virtuelle, majoritairement pour l'ensemble des étudiants. Ce sera le cas aussi pour la session d'hiver. C'est toute une gymnastique. C'est toute une gymnastique parce qu'il y a les cours, mais il y a tous les services. Alors, les cours, ce sont les ressources enseignantes. On a mis sur pied une équipe de technopédagogie. On a embauché une orthopédagogue en plus pour aider les étudiants parce qu'il fallait aider les ressources enseignantes, mais il fallait aider les étudiants aussi qui, pour certains, étaient moins à l'aise avec ces différentes modalités. Essayer d'organiser l'ensemble des employés qui, certains n'étaient pas bien équipés à la maison, donc, et de créer cet esprit de communauté et cet esprit de corps nécessaire de façon générale en milieu de travail, mais encore plus nécessaire quand on se retrouve chez soi, sans côtoyer nos collègues. Alors, mettre en place différentes façons de se rejoindre, de se parler. Sylvie est sur l'écran, le service de la bibliothèque, tout se redéployer à distance. Donc, ça a été beaucoup de défis, mais encore une fois, auquel défi, le personnel de l'UQO a été là de façon exemplaire. Merci beaucoup, Sylvie. Léa, du côté des grands frères et des grandes sœurs, cette pandémie a créé son lot de difficultés au niveau technologique aussi là, pour assurer le service. Oui, vraiment, parce que ce qu'on s'est rendu compte, en fait, dans certaines classes sociales, enfin, on prend pour acquis que tout le monde a accès à un minimum de technologie, soit un téléphone cellulaire, une tablette, un ordinateur et l'Internet à la maison. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que certaines de nos familles avaient, par exemple, un téléphone cellulaire, mais pour une fratrie de 5-6. Les 5-6 avaient des cours à distance. Il y avait le grand frère qui voulait rentrer ou la grande sœur qui voulait rentrer en contact avec le jeune. Le jeune ne pouvait pas, il devait se battre avec les autres de la fratrie. Un autre, eux, c'est l'Internet, le Wi-Fi. Il n'y avait pas le Wi-Fi à la maison, c'est l'Internet mobile de la tablette. Mais avec la consommation pour les cours à l'école et tout ça, les données étaient plus suffisantes. Et quand on a offert, en fait, de payer un supplément là, pour qu'ils aient le Wi-Fi à la maison, vu la situation, mais il a dit, on a appelé, mais ça prend 3 mois pour nous le faire installer à cause que la demande elle a explosé. Oui. Donc, entre autres, Centraide a offert des fonds pour ça. Donc, on a acheté des tablettes pour les jeunes pour pouvoir leur remettre pour qu'au moins le jeune puisse l'utiliser. Puis, afin d'éviter un peu les inégalités auprès des jeunes utilisations, on a enlevé les possibilités d'avoir d'autres applications. Donc, c'est vraiment une tablette qui est dédiée au jumelage, au contact du grand avec le petit, pour pas que la fratrie, là, en fait, puisse l'utiliser pour faire des jeux, tout ça, pour éviter les chicanes, en fait, parce que le but, c'est pas que le service apporte un autre rythme de vie, si on veut. On veut pas changer ça, on veut pas que ça soit pour ça que les jeunes soient avec nous, mais pour la relation. Donc, on s'assure que ce
qu'on leur donne est adapté à leur réalité, en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire, mais c'est parce qu'on ne veut pas que le jumelage devienne « Ah, si je suis jumelée, je vais aller à la ronde, je vais aller au glissade d'eau. » Non, c'est pas ça. C'est d'apporter une relation et non des activités, si on veut, qui viennent avec ça. Donc, nous, c'était la plus grosse adaptation, là, de pouvoir... Parce que le service était là, mais la façon d'y accéder manquait peut-être un petit peu. Puis, c'était une période où tout le monde s'est pitché un peu partout, justement, trouver des webcams, trouver des micros. C'était assez difficile au mois de mars-avril. Donc, mais c'est intéressant de voir dans quelle mesure la technologie a permis d'éviter un effritement social aussi à cause de la pandémie. Oui, mais a permis d'éviter, mais a montré, comme vous disiez, une fracture aussi. Les étudiants avaient des problèmes de connexion, avaient des problèmes de disponibilité du matériel. On a dû suppléer, mais on se rend compte aussi que sur le territoire, il y a une fracture de couverture Internet. Et ça on n'a pas de contrôle là-dessus, mais ça a été une réalité qui a été mise au jour aussi assez rapidement, là. Marie-Ève, du côté de Centraide-Laurentides, vous avez relevé énormément de défis là, depuis le 13 mars dernier. Quels sont ceux qui vous attendent, même si on n'a pas de boule de cristal, pour savoir quand se terminera la pandémie, là? Bien, c'est sûr qu'au niveau de la collecte de fonds, c'est un enjeu parce que oui, les partenaires sont présents, mais on constate quand même une diminution au niveau des revenus. Mais de l'autre côté, les organismes ont besoin encore de financement. Nous, on doit assurer une continuité au niveau du service aux organismes pour que les organismes puissent continuer d'aider les personnes les plus vulnérables. Puis, Léa en a parlé un peu, il y a vraiment un fossé des inégalités sociales qui s'est creusé. Les plus vulnérables ont pu émerger, mais on a également creusé. Donc, les plus vulnérables se sont retrouvés encore plus vulnérables, mais il y a également plein de nouvelles populations qui étaient à la limite ou qui n'étaient pas vulnérables, mais qui, par une perte d'emploi, par des problèmes de santé mentale qui émergent, parce que le stress, parce que la crainte de ce qui se présente amène un solo de problème, fait que les problèmes de santé mentale vont être là. Ça va continuer de perdurer, ces problèmes-là. Donc, c'est sûr que ça, c'est un enjeu. On veut continuer, nous, notre mission, ça va vraiment être de continuer de pouvoir soutenir le plus les organismes, et ce, dans une optique de cohérence avec leurs besoins, avec le milieu, avec la réalité, puis de pouvoir quand même passer à travers, parce que là, on voit que 2020 arrive vraiment bientôt à ses fins, mais 2021 va amener quoi? Et donc, ça va être d'être capable d'être agile aussi, de s'adapter rapidement. Mais ça, je pense que les derniers mois nous ont permis de voir qu'on était vraiment très capable d'être agile. C'est bien, puis ça nous fait réaliser aussi que malgré l'isolement qu'a pu provoquer cette pandémie-là, les gens, peu importe les régions, peu importe les secteurs, les gens ont du cœur et veulent appuyer la cause qui les touche. Et on l'a signalé la semaine dernière, on l'a signalé l'an dernier aussi. Je ne sais pas si vous le savez, mais une campagne conjointe comme celle qu'on fait, la Fondation et Centraide Outaouais et Laurentides, c'est assez unique au Québec. Et ça, je pense qu'on doit se féliciter pour ça, parce que dans le fond, le spectre qu'on rejoint avec cette campagne-là, ça touche tous les gens à tous les niveaux. Et je pense que c'est tout à notre honneur aussi. Vous dire que l'an dernier, ça a été une campagne interne au cours de laquelle on a enregistré le plus de succès. On a amassé près de 46 000 $ l'an dernier. Ça, c'était à une époque où on pouvait faire des activités et voir des gens. Alors, c'est sûr que ça a un peu changé la réalité pour cette année, pour 2020. On va être un peu plus limité au niveau des activités qu'on va pouvoir faire et tout ça. Mais il reste que les besoins sont là, les besoins sont grands. Et l'avantage qu'on a par cette campagne interne, c'est qu'on donne la chance aux employés, au personnel de l'UQO et tout ça, via le système de déduction à la source, de faire un don. Et il n'y a pas de petits ou de grands dons, ce sont tous des bons dons, et de les diriger soit vers Centraide Laurentides, Centraide Outaouais ou vers la Fondation, ou idéalement vers les deux organismes pour aider et pour supporter et tout ça. Donc, les besoins sont immenses.
En ce qui nous concerne, nous, à la Fondation, ces sous-là peuvent être dédiés, ça va être redistribué sous forme de bourse ou en soutien aux activités étudiantes aussi, et souvent réaliser des projets d'urgence comme le fonds d'urgence dont parlait Sylvie tantôt. On a quand même distribué 230 000 $ à près de 500 étudiants qui étaient vraiment dans le besoin. Et ça a été une opération conjointe assez exceptionnelle, comme celle que vous avez pilotée, Marie-Ève et Léa aussi de votre côté là, pendant la pandémie et tout ça. Donc, on souhaite que les gens s'impliquent. Cette année, on a pris la décision, en raison du contexte, de ne pas se fixer d'objectifs financiers comme tels, mais on souhaite doubler le nombre de participations au niveau de l'engagement du personnel. C'est une façon, on aime ça rêver, on aime ça se fixer des objectifs ambitieux et on est convaincu que les gens à l'interne ont du cœur et ont les moyens aussi d'épauler nos causes qui sont vraiment très, je pense, exceptionnelles. Alors, on souhaite vivement que les gens s'engagent à ce niveau-là. En terminant, je vous demanderais... Sylvie, Marie-Ève et Léa, peut-être un petit mot de la fin, un défi à lancer aux gens. Sylvie, d'abord. Écoutez, je pense que le défi est celui que vous avez lancé, de donner aux deux organismes. C'est ce que je fais moi et je souhaiterais, en le faisant, de demander aux gens de faire de même. Vous le disiez, André, on n'est pas sorti de l'auberge, on a encore un bon moment. Il y aura un vaccin, les choses vont se stabiliser, mais on va ressentir ces effets-là pendant encore un certain temps. Et il y avait l'avant-COVID où il y avait des besoins et il y aura l'après-COVID où il y aura de très grands besoins. Alors, ce que je souhaite, c'est que la communauté se mobilise. La communauté du campus de Saint-Jérôme, elle est là, elle est bienveillante, elle est ouverte sur son milieu. Alors, c'est un appel de contribuer à la Fondation et de contribuer à Centraide Laurentide. Merci Sylvie. Marie-Ève, de votre côté? En fait, je ne peux pas dire un message, je pense, plus porteur que ce que Mme Grosbois vient de dire, mais oui, de donner avec cœur, en fait, moi, je vous dirais aussi, avec cœur, quand on donne parce qu'on croit, parce qu'on veut faire partie de la solution, ça vient tous changer. Puis, en donnant avec cœur, mais on sait qu'on contribue à aider nos voisins, nos amis, qui parfois ne le demandent pas ouvertement, mais qui vont, s'ils ont besoin, vont savoir qu'il y a des organismes, vont savoir qu'il y a des fondations, des organisations qui sont là pour les supporter, pour leur permettre de réaliser leurs rêves et pour leur permettre d'avancer malgré tout ce qui peut se présenter comme embûche dans les prochains mois. Merci, Marie-Ève. Léa, de votre côté, on sait très bien que les services que vous offrez, l'encadrement que vous offrez, vont faire en sorte que votre clientèle se transformera en étudiant, possiblement au niveau des études supérieures. Alors, quel est votre souhait pour les prochains mois? Mais en fait, c'est ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est rendu compte pendant la petite brèche qu'il y a eu que le communautaire était important, puis ça l'apportait. On parle déjà des répercussions sur les jeunes Saint-Justine, la psychiatrie. Là, la psychiatrie, tout ça déborde. Les jeunes sont en détresse. C'est une période de changement, c'est une période d'adaptation pour eux. Et là, ils se ramassent à avoir tous leurs repères coupés, tous les spécialistes. Je ne vous cache rien, à l'université, vous avez votre lot de spécialistes. S'entendre pour dire en fait qu'il n'y a pas de recherche sur ça, ça n'a pas été porté, ça n'a pas été recherché. Donc, on se questionne. Mais ce qu'on sait, c'est que par le passé, certains organismes, certains services ont fait la différence chez les jeunes. Tu sais, juste nous, à l'interne, on a pu calculer que c'est 63 % de nos jeunes qui vont faire des études postsecondaires de plus que la moyenne des autres. C'est énorme, 63 % supplémentaires. Ils vont avoir des meilleurs salaires. C'est 17 % dans le fond, 13 % de chances d'avoir un revenu supérieur, 17 % d'avoir plus de chances d'avoir un emploi. Donc, c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Puis, tu sais, nous, à l'interne, on se dit, ouais, mais c'est des chiffres. Nous, on a un jeune qui, en fait, avait une vision à l'université, mais ce n'est pas la vision qui était partagée dans la famille. Donc, en fait, pour
le grand, lui, c'était une vision, c'était quelque chose qu'il voyait, qu'il percevait que c'était possible. Donc, il accompagnait les jeunes aux portes ouvertes des différents cégeps, parce qu'au Québec, on ne se le cachera pas, la première étape avant, c'est le cégep. A fait le processus d'admission avec lui pour lui montrer comment ça fonctionnait et tout ça. Et le jeune a été admis et il est aussi appliqué à la bourse, une des bourses que nous, on offre là, à travers le Canada, des grands frères, grandes sœurs. Et ses frais de scolarité ont été payés jusqu'à l'université. Donc, toute sa scolarité va être payée. Donc, c'est un stress financier de moins. Vous avez parlé tout à l'heure, vos étudiants, c'est une clientèle à risque en termes de finances. Donc, ça enlève un stress de moins au niveau des frais d'admission. Ce jeune-là n'aurait pas été à l'université, en fait, aux études sans ça. Donc, c'est des petites victoires du quotidien là, qui font vraiment la différence. Puis plus tard, ces gens-là se réinvestissent dans la communauté. Vous êtes la preuve, vous êtes là aujourd'hui, vous avez fait des études, vous avez été plus loin, vous avez eu l'éducation, en fait, au niveau de redonner au suivant, de penser, de donner avec cœur, comme Marie-Ève dit. Donc, c'est une pensée, après que le jeune va s'impliquer socialement, il va moins consommer des services de la santé, tant au niveau des habitudes alimentaires et tout ça, qu'au niveau de la dépression, qu'au niveau de la détresse. Donc, c'est un investissement qu'on fait aujourd'hui, en fait, pour demain, pour aider nos jeunes de demain, parce qu'on ne se le cachera pas. C'est eux les prochains. Merci beaucoup, Léa. Alors, en terminant, ce que je retiens de notre conversation, de nos échanges, je pense que ça se résume en un mot, espoir. Il y a de l'espoir. On veut, on peut. Et c'est sûr qu'à cause de la pandémie, on a probablement 1 million de raisons de baisser les bras et de ne pas s'engager, de ne pas aider. Mais comme on est ambitieux, puis comme on vous disait tantôt que notre objectif, c'est de doubler le nombre de donateurs, on a 2 millions de raisons de s'engager. Alors, on souhaite que tout le monde s'engage. Parlez-en, rediffusez notre conversation d'aujourd'hui. Et puis, je pense que tout le monde va en profiter. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.